siège social du Pic du Midi, et de l'Observatoire du Pic du Midi et de Toulouse. Le directeur à l'époque, qui était Jean Roche, il était à la fois directeur à Bagnères, du Pic du Midi et de Toulouse, de l'Observatoire de Toulouse. Et donc ça a été l'état de fait jusqu'en 85, où les deux observatoires se sont scindés et où le directeur du Pic du Midi est resté à Bagnères et le directeur de l'Observatoire de Toulouse était à Toulouse. Et dans les années 2000, au moment où le CNRS a dit on arrête, ou c'était les années 1993 à l'époque, le CNRS a dit maintenant je ne peux plus assurer financièrement. On a accueilli le nouveau partenaire qui est le partenaire du syndicat mixte et on a construit un nouveau bâtiment à Tarbes et on a tout déménagé. Maintenant, à Bagnères ne reste que, je dirais, un centre logistique, un stationnement pour les voitures, les flottes, du stockage pour les laboratoires du Pic du Midi. Et donc c'est notre base arrière. Quand on monte au pic, on s'arrête là, mais il n'y a rien d'autre. Il n'y a plus aucune personne qui travaille sur le site même. Et le site même fait l'objet d'un développement dans le cadre du Conservatoire botanique national, qui désire récupérer tous les bâtiments, les restaurer et s'en servir comme centre de botanique. Voilà. Donc ça sera peut-être une nouvelle vie pour ce bâtiment qui est un peu en train de tomber en ruine, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais c'est pour les années qui viennent. Voilà. Bon, tout impeccable. Bon, alors, quelques mots sur l'histoire du Pic du Midi avant d'aller voir le grand télescope. Le Pic du Midi, vous le savez, c'est un site qui a été fondé par une société privée, complètement, une société savante, qui a été créée en 1860, 50 et quelques, je pense, la société Ramon de Carbonnières, et qui était faite de Pyrénéens, de gens passionnés, scientifiques même de très haut calibre, mais amateurs parce qu'ils n'étaient pas payés pour faire la science. Vous aviez le pasteur de Bagnères de Bigorre qui s'appelait Mien Frossard, qui est un très grand intellectuel qui a fondé énormément de sociétés. C'est le fondateur de la société Ramon avec ses deux fils, qui étaient d'ailleurs tous les deux pasteurs, et puis Lord Russell, qui était un grand seigneur pyrénéiste, Charles Pack, tous ces grands pyrénéistes du 19e siècle. Et les botanistes, vive les botanistes. Et les botanistes, absolument, qui ont fondé cette société dans le but de faire un observatoire scientifique au sommet du Pic du Midi. On est dans les années au milieu du 19e siècle. Et le site lui-même commence à partir de 1872 en bas. Alors si on se penche, alors bien sûr il y a les mers de nuages, donc on ne le verra pas. Et au col de Sancourt, donc vous voyez c'est magnifique, c'est juste sous les brouillards, donc c'est pas le bon endroit où il fallait aller, vous voyez. Il vaut mieux être ici qu'en bas. Et donc ils ont commencé à faire le premier directeur honorifique, qui était le général Nansouty, dont on a le buste là, c'est celui qui est sur la gauche. Ce général de Nansouty a fait toutes les premières mesures météorologiques. Au départ, c'était un observatoire météorologique. Et on montait, donc lui était en bas été comme hiver, et il montait à 1h de l'après-midi tous les jours, que ça vente, que ça neige, que ça tempête, ici, pour être ici à 1h et prendre ses mesures météorologiques. Et il l'a fait pendant 2 ans de suite. Et parfois, les hivernages étaient très compliqués. Quand il y avait beaucoup de neige et qu'il y avait des avalanches, c'était exactement à l'endroit où il était que l'avalanche arrivait. Donc il a plusieurs fois risqué sa vie. Une fois, il est redescendu d'urgence vers la plaine pour s'échapper des conditions météorologiques terribles. Et donc, il a expérimenté les premières mesures et il s'est aperçu qu'ici, on était bien mieux quand même, parce qu'il y avait moins de neige et que la neige était soufflée par le vent. Donc ici, quand même, s'installer, c'était mieux. Et donc, ils ont commencé à faire des souscriptions à partir des années 1860 jusqu'à 1880, où ils ont réussi assez d'argent pour commencer à faire les travaux. Et donc, vous avez une plaque qui n'est pas ici, mais qui est à Bagnères de Bigorre, où vous avez Pic du Midi, inauguration, vous avez des belles photos, on est en 1880, et la plaque était inscrite sur ce grand bâtiment voûté ici, qui date de l'époque. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la matrice de l'observatoire. Vous avez le bâtiment Nansouty, avec les bustes de Nansouty et de Xavier Vosna, qui était le premier directeur officiel du Pic du Midi, et puis ce bâtiment ici carré, qui avait un toit à l'époque, et ce bâtiment carré, ça s'appelle le bâtiment Vosna. Donc ces deux bâtiments étaient adjoints à une
un blocos sur lequel on mettait les mesures météorologiques. Et le blocos, maintenant, il est sous ce bâtiment, ici, qui a été construit en 1930, le bâtiment Dozer. Donc tous les bâtiments au Pic du Midi portent des noms des anciens directeurs du Pic du Midi. Le bâtiment Nansouty, le bâtiment Vosna, le bâtiment Dozer. Vous avez derrière, alors il n'y a pas de bâtiment Jean Roche, mais il y a une lunette Jean Roche, hein, celle qui est derrière, qui était un grand observateur. Marchand était un grand directeur du début du XXe siècle, ainsi que Ray, qui a eu une période très compliquée pendant la Première Guerre mondiale, Jean Ray, où le pic a failli être fermé. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Pic du Midi a toujours été une initiative locale. Initiative locale par des gens passionnés, pas scientifiques, qui ont voulu construire quelque chose, une aventure humaine. Et cette particularité fait que le Pic du Midi est extrêmement résilient. En 1922, quand le pic était dans un état absolument catastrophique, après la Première Guerre mondiale, il y a eu une première visite de l'astronomie française, c'est-à-dire Paris, hein, en gros c'est ça. Donc les Parisiens sont descendus, ils ont regardé, ils ont dit c'est une catastrophe, on ferme. On est en 1922. Et là, levée de bouclier local, les gens sortent une nouvelle souscription et ont réussi à retaper le Pic du Midi avec le courage local et puis un petit peu d'argent de souscription levée en France et de la députation. Donc on sauve le pic une première fois en 1922. Et puis comme ça, 1948, après la Deuxième Guerre mondiale, de nouveau, risque de fermeture du pic, et de nouveau, la science réémerge sous une nouvelle forme et continue son chemin. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la science que l'on fait au Pic du Midi, c'est la science de pointe, à chaque fois, à chaque période. Au tout début du XXe siècle, la pointe, c'était l'observation des planètes. Et donc on a construit cette coupole, 1909, pour observer les planètes, et c'est de cette coupole qu'on a observé Mars avec une telle acuité, 1909, qu'on a pour définitivement abandonné les hypothèses farfelues des canaux sur Mars. Avec des données du Pic du Midi. Donc on est vraiment à la pointe de la recherche à l'époque déjà. Et puis cette recherche continue au début du XXe siècle. On s'aperçoit que le Pic du Midi est un site exceptionnel à la fois pour l'observation nocturne, mais aussi pour l'observation diurne. 1930 arrive un très grand opticien, génial, qui s'appelle Bernard Liot, qui invente la technique de coronographie solaire. C'est-à-dire il invente le fait de bloquer la surface du Soleil pour faire une éclipse artificielle et voir les bords du Soleil, le limbe, avec toutes les protubérances et l'activité. Et donc il construit son premier coronographe avec de briques et de broc, il récupère les lattes du plancher du bâtiment Nansouty, il se fait engueuler par le directeur de l'époque, vous n'y pensez pas, et donc il fabrique son coronographe et il l'installe dans la coupole Baillot et il fait les premières images de la couronne du Soleil. Et là, explosion internationale, on voit pour la première fois ce qu'on appelle les flammes du Soleil, vous savez ces protubérances qui évoluent. Lui il fait des time-lapse, c'est-à-dire il fait des photos, il en fabrique des films, et à cette époque-là on réalise l'activité et on mesure l'activité solaire. Et après, jusqu'à aujourd'hui, la coronographie est une des disciplines phares d'observation du Soleil au Pic du Midi. Et aujourd'hui, le coronographe a été déplacé de la coupole Baillot, qui fait partie du musée du Pic, dans cette nouvelle coupole qui a été construite en 2000. Voilà. Et dans cette coupole, vous avez la 5e génération de coronographes, et on est en train de construire un nouveau coronographe, qu'on appelle le C3, coronographe 3. Et ce nouveau coronographe est déjà installé, et c'est le plus grand du monde. Vous voyez, on continue de faire de la recherche de pointe ici, et c'est un coronographe qui doit faire 40 cm de diamètre, et qui permet d'aller chercher une propriété très particulière du Soleil, qui est juste au-dessus de la couronne solaire, de la photosphère solaire. Vous voyez, quand vous regardez le Soleil, vous avez le limbe, et vous avez les petites protubérances qui sont autour de la surface du Soleil, et au-delà, vous avez cette espèce de couronne qui ressemble à des fils que l'on voit quand on voit les éclipses solaires, les vraies. Et cette couronne est très difficile à voir avec la technique de coronographie parce qu'il y a beaucoup de diffusion dans l'atmosphère. Pour pouvoir le faire, il faut avoir des gros coronographes et pouvoir filtrer majoritairement toute la lumière qui nous vient du Soleil, et on ne garde que 1 millionième de cette lumière
qui ne provient que de la couronne, et pour ça on a besoin d'avoir de la polarisation, parce que la lumière de cette couronne est polarisée. Et donc c'est ce qu'on va installer au coronographe. On est en train d'installer le coronographe lui-même, et on va installer la cellule de polarisation qui nous permettra de filtrer cette lumière et d'être un des premiers coronographes au monde terrien à pouvoir faire ce type de mesure. Et donc ça c'est pour cette année, hein. Donc ça avance bien. Voilà, donc la coronographie technique de pointe de 1930 à aujourd'hui, au pic du Midi. Autre science que l'on fait à partir de la Deuxième Guerre mondiale, au moment où il n'y a pas encore d'accélérateur de particules, la seule façon de sonder la matière, c'est d'utiliser les collisions naturelles. Et les collisions naturelles, ce sont celles qui viennent de l'espace par ce rayonnement qu'on appelle le rayonnement cosmique, hein, les rayons cosmiques. Ce n'est pas de la lumière, hein, la lumière qui nous arrive du Soleil, ce sont des photons, des particules de lumière. Les rayons cosmiques, ce sont des particules de matière, des électrons, des protons, des neutrons parfois, des muons, enfin toutes ces particules de très hautes énergies qui nous parviennent de partout dans l'univers, parfois de milliers, de milliards d'années-lumière, et qui nous arrivent sur nous, et qui entrent en collision avec l'atmosphère, et qui provoquent donc une collision des particules naturelles. En 1910, on s'aperçoit que les rayons cosmiques existent, et ensuite, tout le monde physique de pointe décide de monter en altitude, parce que plus on monte en altitude, moins l'atmosphère est épaisse, et plus les collisions sont fréquentes. Hein, donc on augmente la probabilité d'avoir une collision. Et donc on utilise ces collisions naturelles pour étudier la fabrique de la matière, les atomes, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, jusque dans les années 50. Hein, même 50 et au-delà, 60. Et donc au pic du Midi, on installe ce qu'on appelle des chambres à brouillard. Tout à l'heure, quand vous irez voir le musée, il y en a une. Hein. Il y en a une dans la partie muséographique, et vous verrez, c'est assez amusant. Vous voyez les particules qui traversent une zone, on voit les traces blanches. Ce sont des particules élémentaires, vous voyez. La plupart sont des électrons que vous voyez sous forme macroscopique, grâce à cette technique. Cette technique, on l'a utilisée ici pendant 20 ans pour découvrir les nouvelles particules de matière. Alors aujourd'hui, on sait très bien que la matière elle est formée de neutrons, de protons, qui eux-mêmes ne sont pas des particules élémentaires, que les particules élémentaires ce sont des quarks, et que les familles de quarks sont nombreuses, et elles permettent de fabriquer toutes sortes de particules en dehors des protons et des neutrons, plus massifs que ces composants des noyaux de nos atomes naturels. À l'époque, on ne savait pas. Hein. Donc, première particule plus lourde que le proton et le neutron, découverte au pic du Midi. C'est pas ce que c'est, on sait juste que c'est plus lourd, parce qu'on peut mesurer sa masse. Et là, quel nom va-t-on lui donner ? Eh bien, on donne le nom de Hyperon. Hein, c'est le prince Ringuet et son équipe qui ont eu le prix Nobel. Et donc, ils découvrent cette particule massive, l'Hyperon, et ils disent voilà, on a découvert une particule qui est plus massive que le proton et le neutron, on ne sait pas ce que c'est, donc on appelle ça Hyperon. Et à Bagnères, vous avez le boulevard de l'Hyperon, hein, en bas, pour ceux qui sont bagnérais. Et donc, cette histoire de la physique, le PIC participe donc dans les années 50-60 à cette grande aventure. Et en 1953, a lieu à Bagnères-Bigorre un très grand congrès, qui était des congrès internationaux qu'on appelait les congrès de Solvay. Hein, les conférences de Solvay, c'était payé, c'était le mécène, hein, Solvay, qui payait ces conférences internationales pour étudier la physique atomique. Et donc a lieu à Bagnères un congrès en 1953 qui rejoue, il y a une vingtaine de prix Nobel qui participent. Hein, et donc il y a une belle photo là où on voit tous les grands physiciens de l'époque. Et c'est aussi cette conférence de Solvay qui décide, sous l'égide de l'UNESCO, clin d'œil amusant, de créer le CERN, c'est-à-dire le centre de physique nucléaire de Genève, qui sonne le glas de toutes les expériences de physique des particules en haute montagne. Et donc, on décide qu'il vaut mieux fabriquer soi-même ces particules et ces accélérateurs et contrôler tout ce qu'on fait, ce qui est normal. Hein. Et donc, à partir des années 50, le pic du Midi arrête tranquillement de faire de la physique des particules avec les rayons cosmiques, étudier les rayons cosmiques pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des particules intéressantes qui nous apportent des informations depuis très loin dans l'univers, mais qu'on n'utilise plus comme moyen, mais comme objet de recherche. Voilà. Donc on fait de la physique des rayons cosmiques jusqu'à la fin des années 80, en fait jusqu'à la retraite des cosmiciens qui étaient tous à Bagnères. Et donc on est dans les années 80. Et là, des années 80, c'est le temps de l'investissement en sciences fondamentales. Le pic du Midi commence à avoir de nouvelles coupoles un peu partout, et en particulier les coupoles les plus importantes, donc le télescope Bernard-Liot ici, la lunette Jean Roche derrière, le télescope de 1 mètre ici, sont tous financés dans les années 60,
70-80. Et donc, l'astronomie nocturne entre vraiment dans l'histoire du pic du Midi à partir de cette époque-là jusqu'à aujourd'hui, et encore aujourd'hui, on continue à développer de l'instrumentation avec les télescopes existants pour avancer. Bon, de toute façon, l'astronomie, l'astrophysique, c'est une science de l'observation d'abord, hein, comme vous l'avez vu quand je vous ai parlé pendant ces quelques heures. Et donc cette astronomie, elle a absolument besoin de pouvoir observer avec tous les télescopes disponibles sur Terre. Hein. Un télescope de 1 mètre nous apporte autant d'informations intéressantes qu'un télescope de 2 mètres, 4 mètres, 8 mètres, 10 mètres, 30 mètres, hein, pour les plus grands aujourd'hui, dont je vous ai parlé dans une des séances. Tout ça, ça fait partie de la grande famille de l'observation dont le pic du Midi continue à contribuer aujourd'hui à travers le télescope de 2 mètres et les petits télescopes. Voilà. Donc, voilà l'histoire du pic du Midi en quelques mots. Hein. Encore aujourd'hui, c'est un site rayonnant. Et depuis les années 2000, revient en force toutes les disciplines en dehors de l'astrophysique qui s'intéressent à l'observation de la biosphère. Le pic du Midi aujourd'hui est une sentinelle de la biosphère. On y étudie l'impact de l'humanité sur notre environnement et en particulier toutes les sources de pollution ou d'aérosols que l'humanité peut produire en tant qu'espèce sur Terre, peut être mesurée et est mesurée au pic du Midi à travers des capteurs, des instruments qui mesurent en temps réel tous les taux d'impact de notre espèce sur son environnement. Et c'est pas du tout négligeable, bien sûr. Hein. Alors, il y a l'évolution climatique qu'on connaît bien. On mesure la température au pic du Midi depuis 150 ans. Et on voit l'augmentation de la température. Hein. C'est pas compliqué de mesurer ce genre de choses, mais on mesure des choses beaucoup plus subtiles. Par exemple, la quantité d'ozone que l'on produit. Vous savez, il y a 2 sortes d'ozone. Il y a l'ozone stratosphérique qui nous protège des rayons ultraviolets, qui est très haut, à des altitudes au-dessus de 50 km. Et il y a l'ozone troposphérique qui est produite par l'activité industrielle, les pots d'échappement, nous en gros. Hein. Nous sommes des gros producteurs d'ozone. Et cette ozone troposphérique, c'est un gaz toxique qui est mauvais à la fois pour nous, pour l'environnement, pour tout le monde. Hein. Et au pic du Midi, pour une raison que je ne comprends pas, quelqu'un a mesuré l'ozone en 1870, 1880, avec des techniques de coronographie. À l'époque, il n'y a pas encore beaucoup d'activités industrielles. On a donc la mesure basale, et c'est la seule au monde qu'on ait fait au pic du Midi, de cette mesure d'ozone naturelle, hein, troposphérique. Et on a commencé à mesurer l'ozone un peu partout, et là on voit l'augmentation de l'ozone, ça monte, et ça explose dans les années 60, et à partir des années 90, ça plafonne, et aujourd'hui ça redescend. Pourquoi ça redescend ? Parce que depuis les années 90, tous les pays du monde ont adopté les règles de pot catalytique, hein, pour diminuer la quantité de polluants. Et cette mesure, qui a été suivie par tous les pays du monde, international, elle a fonctionné. Elle a fonctionné et on voit aujourd'hui, alors le nombre de voitures a explosé aussi, hein, mais malgré tout, on voit la quantité d'ozone qui baisse tranquillement et qui nous permet de comprendre, enfin de voir que finalement, quand on se met tous ensemble et qu'on se dit, bah là on va faire quelque chose, ça marche. Hein. Et donc on se dit, si ça marche pour l'ozone, ça devrait marcher aussi pour les gaz à effet de serre, hein, pour le méthane, pour le dioxyde de carbone, pour toutes les molécules qui ont plus de 3 atomes. Malheureusement, ça marche nettement moins. Hein, parce que, en dépit de toutes les COP qu'on peut faire et toutes les bonnes décisions qu'on peut prendre d'un point de vue politique, quand physiquement on fait la mesure, ça monte. Voilà. Et ça monte, ça monte. Ça ne plafonne pas, c'est linéaire. Tous les ans, on augmente la quantité de CO2 dans l'atmosphère et il n'y a aucun frein. Hein, ça ne plafonne pas du tout. Donc il y a encore un effort à faire de ce côté-là. On sait qu'on peut y arriver. Il ne faut pas lâcher faut pas baisser les bras. En France, on a diminué la quantité de CO2 produite. Hein. Ça a été annoncé il y a quelques mois, donc il faut s'en réjouir. Voilà, sauf que la France représente 1 ou 2% de la production mondiale de CO2. Donc on n'est pas tout seul. Hein. Donc il faut se mettre à tous et y arriver. Voilà, au pic du Midi, on fait ce type de mesure. On fait ce type de mesure dans les aérosols, on fait la mesure de la chimique de l'atmosphère, on fait la mesure, bien sûr, de l'évolution climatique. Et tout ça, ça
monte en puissance depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le Pic du Midi a récupéré, si vous voulez, a fait le tour de la boucle pour revenir à ses amours d'antan, de jeunesse, qui est la mesure vraiment de notre atmosphère et de son évolution dans le temps. Alors aujourd'hui, on ne fait plus de météorologie, on ne sait pas prédire la météo. Hein, ça, les ordinateurs le font très bien pour nous. En revanche, notre atmosphère, on ne la comprend pas encore complètement. Donc pour comprendre notre atmosphère comme objet physique, on est obligé de continuer à faire ce type de mesures in situ, au jour le jour, 365 jours par an, ce qu'on fait très bien. Voilà, donc on est là aujourd'hui. Alors pour protéger cette histoire, on va bien sûr essayer d'inscrire le Pic du Midi comme site du patrimoine mondial, parce que cette histoire que je vous ai racontée, eh bien, elle est unique. On a été le premier site d'observation en haute montagne, le premier observatoire dans le monde. Et on est le premier observatoire encore en activité aujourd'hui. Hein, tous les grands sites qui ont pu être créés un petit peu après le Pic du Midi, ils se sont arrêtés. Ils se sont arrêtés pour d'excellentes raisons. Nous, ici, on continue. On continue et on continue à faire de l'excellente science pour le bonheur de l'humanité. Et donc ça se protège. Et donc on va essayer enfin on est en plein dedans, hein, on est en plein dans la construction des dossiers. Et on espère pouvoir, dans quelques années, présenter une candidature solide pour faire partie de cette grande famille du patrimoine mondial. Voilà. Là, on a fait un peu tout le tour. Hein. Donc, je vais prendre le premier groupe, TBL 1. Donc, regardez votre ticket. TBL 1. Suivez le chapeau. Oui. Très bien. Ok. Donc, ici, on est dans la fameuse coupole Bernard-Liot que l'on voit depuis la plaine. Hein, vous voyez, le mur, il est rond. Et donc, on entre par le niveau 1. Il y a 5 niveaux en tout. Cette coupole, elle fait 30 mètres de haut et 15 mètres de large. Et c'est au sommet de cette coupole, ou dans la coupole dans laquelle on va aller, hein, je vous expliquerai comment fonctionne le télescope, qu'on observe. Donc en gros, avant de monter, juste quelques faits. Donc vous avez ici, quand on parle de la taille d'un miroir, on parle de la taille de son miroir primaire. Donc c'est la grande pièce qui permet d'accumuler la lumière. Donc vous avez ici une pièce de béton qu'on appelle le blanc, qui a la même taille, le même poids et la même forme que le miroir réel qui lui est poli. Et cette pièce-là, on l'utilise au tout début de la vie du télescope, quand on veut tester la monture, c'est la partie qui va prendre le tube optique, le miroir, et l'emmener dans toutes les directions. Et donc, on n'a pas envie de casser le miroir, hein, parce qu'une fois qu'il est cassé, c'est fini. Et donc, on utilise cette pièce-là. Une fois qu'on sait que ça fonctionne, on ne l'utilise plus, on la met là, comme ça vous montre un petit peu la taille de la surface. Et donc, pour revenir à la question qu'on vient de poser, un miroir comme ça, dans les années 80, c'était un grand miroir. Aujourd'hui, c'est un miroir minuscule, c'est un miroir nain. Hein, parce que les plus grands télescopes autour de nous, ils font 4 mètres, 8 mètres, 10 mètres. Le plus grand télescope, c'est 39 mètres, hein, segmenté. Et donc, ce miroir-là est tout petit. Pour autant, ce qui fait la puissance d'un télescope, ce n'est pas uniquement la taille de son miroir. Hein, il faut que vous pensiez à l'idée du miroir en tant qu'œil. Si votre œil il est grand, il est sensible. Mais derrière votre œil, vous avez un cerveau, et c'est lui qui est important. Hein. Et donc, pour le télescope, c'est la même chose. Le miroir, il est sensible. Plus il est grand, plus il vous permet de voir les objets sensibles. Mais derrière, vous devez avoir un bon cerveau. Et l'instrumentation post-focale, donc le cerveau du télescope qu'on a ici, c'est la meilleure du monde. La meilleure du monde dans le domaine thématique qu'on étudie, qui est l'étude des champs magnétiques dans l'évolution des étoiles. Hein. Donc les phénomènes magnétiques, on les mesure sur les étoiles. Et avant l'arrivée de cet instrument, personne ne pouvait faire ce type de mesure. On a innové complètement dans ce domaine de la recherche, dans l'observation de ces champs magnétiques. Je vous expliquerai un petit peu ce que ça veut dire. Autre chose à remarquer, il y a un trou ici. Donc on comprendra pourquoi quand on sera là-haut. Donc on est au niveau 1. Quand on construit un télescope, on commence par construire les piliers du télescope. Et ici le mur, les piliers du télescope, ils sont là. Un ici, le télescope se pose dessus et le pilier va directement sur le sol rocheux et enchâssé. Où sont les piliers du télescope? Derrière vous, un ici et un de ce côté-là. Vous voyez, ça c'est un des piliers du télescope. Il y en a 4 en tout. Et si vous regardez bien, ils ne touchent pas le sol.
le sol en béton, il ne touche pas les pieds du télescope, il y a des joints de dilatation, et jusqu'en bas, il est isolé. Et puis autour de ces piliers de télescope, on construit les murs extérieurs qui, eux, nous protègent des éléments. Et donc, coupole plus mur protègent des éléments. Eux, il y a du vent, ils bougent, hein, et ça oscille à quelques hertz. Comme le télescope est séparé de ce bâtiment-là, lui, il bouge moins. Hein, et donc, on peut observer, grâce à ça, et suivre les étoiles pendant la nuit. Tous les observatoires sont construits comme ça. On isole le télescope des murs. D'accord ? Eh ben, les séismes, comme partout, la plupart des grands sites d'observation sont dans des zones beaucoup plus sismiques que les Pyrénées. Quand ça bouge, on attend, hein, parce qu'évidemment, ça nous empêche d'observer. Ça bouge trop, et puis une fois que ça s'est arrêté, on reprend les observations et tout va bien. L'autre jour, vous l'avez bien ressenti, l'autre jour Moi, j'étais à table l'autre jour, mais oui. Enfin, je l'ai ressenti, j'ai entendu boum avec un camion qui est passé près du bâtiment, mais il n'y avait pas de camion évidemment. Hein, donc, je me suis dit, ah bah oui, c'est un tremblement de terre. Mais, ah oui, bien sûr, oui. Oui, non, à Bagnères aussi, les gens qui étaient proches de Bagnères, ils ont bien senti. 4,7, c'est pas mal, hein. C'est pas négligeable. Ces piliers résistent à plus de 4,7, enfin... Lesquels? Ces piliers-là. Ah bah tous les bâtiments sont construits pour 8, 7, 8 et 9 au Chili. Hein. Au Chili, c'est des bâtiments complètement antisismiques. Le télescope du VLT, il a un système d'airbag dessous. Et dès que ça dépasse 8, 8 sur l'échelle de recherche, c'est beaucoup. Hein. Le airbag se déclenche, ça décolle le miroir, ça le maintient de façon à ce qu'il ne casse pas. Et puis après ça, on le recolle, hein, une fois que c'est passé. Voilà. Moi, quand j'étais au Chili, j'ai jamais eu de tremblement de terre de facteur 8, mais j'ai eu 6,8. Je peux vous assurer que ça secoue. Hein. Et quand on est en train d'observer, et que là, tout d'un coup, ça se met à bouger de partout, et tous les livres tombent de partout, toutes les bibliothèques tombent, on tombe en bas de sa chaise, on se dit, oula, que se passe-t-il? Voilà. Et là, on s'est dit, ça y est, le miroir a dû se décrocher. Donc on a couru au télescope, on a regardé, il ronflait tranquillement, il a vu, il ne s'était rien passé. Donc non, c'est fait pour ça. C'est pour ça. Voilà. Bien, on va monter directement dans la coupole et on va voir. Figurez-vous que j'avais travaillé à un moment donné sur le projet allemand de courte durée. Ah oui. C'est des collègues qui avaient des équipes en fait d'installation aussi, qui étaient sur le Chili. C'était à Charantor, là, sur le plateau. Oui, c'est ça. À San Pedro d'Atacama. Moi j'avais fait c'est un coin extraordinaire. C'est vraiment. Excusez-moi, quand on fait la visite normale, classicos en dehors de vous, on n'y est pas ici. Bien sûr que non. Ah non, tu es venu, mais pas là. J'ai pas eu le temps de voir, on est monté trop vite. Parce que je suis venue une dizaine de fois. Non. Là, en fait, vous pouvez voir ça. Si vous avez de la chance que vous montez pour aller à la fête des sciences, au patrimoine, on ouvre une partie, mais il y a très peu de monde qui peut voir parce qu'en fait, c'est 4 ou 5 groupes dans la matinée, après on arrête. Avec la société Ramon, moi je ne me rappelle pas si vous étiez... En principe, avec la société Ramon, on devrait pouvoir entrer dans la Tout le monde est là? Que les absents s'expriment. Ça y est? All here? Very good. Ok, donc, ici vous êtes donc dans la coupole, endroit où on ne vient jamais, bien sûr, hein, ni pendant la journée ni pendant la nuit, parce que là on est en train de casser la qualité de l'atmosphère. On est des radiateurs, on recrache de l'humidité, c'est terrible pour la qualité des images et l'observation. Et donc à partir de midi, on n'entre plus, et les aérothermes que vous entendez là permettent d'assécher l'air, de retrouver l'air. Et puis il y a un serpentin de glycol là, qui a été coulé dans le béton, qui permet d'asservir la température du dôme. Ici, pourquoi fait-il froid ici? Tout simplement parce que on asservit la température à la même température que la température extérieure quand on observe, c'est-à-dire la nuit. La nuit, il n'y a pas de soleil, il fait toujours plus froid la nuit que le jour, on est à 3000 mètres, hein, et donc il fait toujours froid ici. Et on le fait tout simplement parce que si vous levez la tête, vous voyez une espèce de grand rond là qu'on appelle l'opercule, c'est l'endroit où le télescope pointe. Hein, il pointe dans le trou. Et c'est le seul endroit où l'air peut circuler. Et vous savez, quand il y a une différence de température entre deux masses d'air, l'air se déplace pour équilibrer. Et donc l'air se déplace dedans, fabrique des cellules de turbulence, et ces cellules de turbulence vont nous casser la qualité de l'image et l'efficacité de l'observation.
Et donc, pour nous, c'est pas bon. Et donc, on a ce système qui nous permet de garder la température en isotherme avec l'extérieur. Ok. Donc, première chose. Deuxième chose, vous avez là la coupole du télescope Bernard-Lyot. Dedans, vous avez le télescope. La monture, c'est la partie métallique que vous avez tout autour. Et quand vous voyez une monture comme ça, tout de suite, ça doit tilter. Vous devez vous dire, ça c'est une vieille monture. Elle a été inventée avant l'âge des ordinateurs. Pourquoi? Parce qu'elle est orientée mécaniquement de façon à suivre la rotation de la Terre. Et donc, le fer Ashval que vous avez là, il est parallèle à l'équateur de la Terre. On appelle ça une monture équatoriale. Donc l'équateur, c'est ce plan-là. Et donc la fourche, elle pointe vers le pôle Nord et ça permet au télescope de tourner de façon coaxiale avec la rotation de la Terre. Alors pourquoi on fait ça? Parce que en un seul axe, ça nous permet de suivre les étoiles pendant que la Terre tourne. Une petite maquette ici, excusez-moi. Alors regardez. Alors regardez ma super maquette, high-tech. Regardez, vous voyez, le télescope il tourne comme ceci. Hop, vous voyez, d'est en ouest. Le miroir qu'on a vu verticalement tout à l'heure, il est posé à plat sur ce barillet blanc. D'accord? Et donc il est là. Et donc ça permet de pointer le miroir d'est en ouest. Et puis, il est là ou il est là? Il est de ce côté-là, le miroir, ici, en bas. Et donc, le télescope, l'autre axe qui permet de monter et de descendre le miroir, il passe à travers la fourche, et c'est un peu l'axe des latitudes, qu'on appelle déclinaison en astronomie. C'est mon premier module, du PL, ça monte et ça descend comme ça. Et vous voyez qu'avec ces deux axes, on peut pointer le tube dans toutes les directions. Hein, ça permet de pointer le grand œil vers l'objet qui nous intéresse. Alors ça, c'est pour le télescope. Aujourd'hui, les grands télescopes, ils ne sont pas du tout faits comme ça. Hein. Ils sont posés sur l'horizon. Posés, et ils tournent sur l'horizon, et puis c'est au bas, et on est obligé de bouger sur les deux axes pour pouvoir suivre une étoile qui suit un grand cercle sur le ciel. D'accord? Et donc, c'est complètement différent, et on a besoin d'ordinateurs avec un mouvement très fin sur les deux axes pour pouvoir le faire. Et à l'époque, on ne savait pas faire, donc on a utilisé ça. D'accord? Voilà, donc ça c'est pour le télescope. Et maintenant, la coupole elle-même, eh bien elle est posée sur l'horizon, pas comme le télescope. Donc, toute la coupole elle-même va pouvoir pointer le trou dans toutes les directions. Et pour ça, il y a deux axes de nouveau. Un axe qui est posé sur le mur extérieur. Si vous regardez à travers les grilles, là, sous la partie métallique, vous avez des roues et vous avez un rail. Donc ce rail, là, les roues tournent dessus et ça entraîne l'opercule sur tout l'horizon. Donc vous avez ce grand cercle qu'on appelle une calotte qui tourne sur elle-même et qui permet de monter et de descendre le trou. Voilà, le grand cercle de la calotte. Et vous voyez que la partie au zénith, la calotte est plus grande que le zénith, hein, elle prend plus que la surface. Donc le trou il peut monter jusque au-dessus de nous. Ok? Qu'est-ce qu'on regarde le plus haut? Ah ben, des étoiles. Hein. Des étoiles. Oui, on peut observer toutes les étoiles dans le ciel, elles vont d'est en ouest et elles passent par le zénith parfois, certaines d'entre elles. Voilà. Donc comment ça se passe en réalité? Ben, en début de nuit, enfin un petit peu avant, l'astronome se lève, il regarde quel temps il fait, s'il fait beau, super, il n'y a pas trop de vent, il n'y a pas trop d'humidité. C'est les deux raisons qui nous empêchent d'observer. Les nuages, ça ne nous empêche pas d'observer. Ce qui nous empêche d'observer, c'est plus de 80% d'humidité, parce qu'en hiver, ça risque de geler sur le miroir. Une fois que le miroir est opaque, eh ben, on ne va pas le réchauffer. Hein. Donc, humidité, et puis vent. Quand le vent est au-dessus de 80 km/h, ça va secouer le télescope, et on ne pourra pas observer parce que ça bouge. Et donc, si tout va bien, l'astronome arrive au 3e étage, dans la salle de contrôle, et étalonne le cerveau du télescope. Hein, puis après ça, il commence à pointer. Pointer, ça veut dire, il se tourne vers son collègue, il lui dit, je veux regarder une étoile, Vega. Vega, 640 années-lumière de nous, donc la lumière de Vega traverse notre galaxie pendant 640 ans, traverse notre atmosphère, et traverse le trou de l'opercule, et va rebondir sur le télescope qui pointe dessus, et le grand miroir va récupérer la lumière. Et il va la concentrer. Il va la concentrer vers le haut, c'est un miroir qui est concave. Et il va la concentrer vers un deuxième miroir que l'on voit quand on se met là. Donc venez avec moi, mettez-vous ici, et regardez en haut, vous avez un miroir tout rond convexe, hein, accroché à l'anneau. C'est le miroir secondaire du télescope. Ce miroir secondaire, il va renvoyer la lumière du télescope à travers ce tube qu'on appelle le tromblon, et il va focaliser la lumière. C'est pour ça qu'il y a un trou dans le miroir, parce que la lumière elle passe à travers le miroir en revenant dans son parcours. C'est ce qu'on appelle un télescope de type casse-grain, avec deux miroirs
de miroirs coniques. Et donc, la lumière, elle arrive à peu près à ce niveau-là. Hein. Et là, si vous êtes un astronome amateur, vous allez prendre un oculaire, vous allez l'accrocher comme ça, sur l'axe optique, et vous allez regarder directement les objets à l'œil. Et donc, vous allez voir les planètes, les galaxies, ce qui vous amuse. Et bien sûr, les professionnels, ils ne font pas ça. L'œil, c'est un instrument épouvantable, c'est pas sensible, c'est pas linéaire, et ça retient rien. Donc, tous les défauts. Et donc, à la place de ça, on y met un instrument scientifique, le cerveau dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ici, ce cerveau, c'est cette espèce de cylindre-là, ça a l'air de rien, mais c'est un instrument extraordinaire qui permet de mesurer la polarisation. Donc, vous avez ici un instrument qui s'appelle Néo Narval, qui a été installé au tout début en 2007, qui a observé pendant 10 ans, et en 2017, on l'a complètement renouvelé, on l'a stabilisé pour lui faire un renouveau scientifique, et donc aujourd'hui on appelle ça Néo Narval, c'est cet instrument. Il a deux parties d'instrument. Il a une partie polarimétrique, ça analyse la polarisation de la lumière. La polarisation de la lumière, c'est la vibration de la lumière dans l'espace, hein, c'est ce que je vous ai expliqué en module. La lumière, elle vibre dans l'espace et dans le temps. Dans l'espace, elle oscille spatialement. C'est de la polarisation qui peut être circulaire ou linéaire. Si elle est circulaire, elle tourne, la lumière. Hein, c'est les deux champs électromagnétiques qui tournent. Si elle est linéaire, elle fait un aller-retour comme ça. Hein, c'est question de phase entre le champ électrique et le champ magnétique. Et donc elle fait ça. Et donc ça peut se mesurer. Et ça nous renseigne sur la forme qui a été émise. Hein, si la forme qui a été émise était linéaire, elle va émettre de la lumière polarisée linéairement. Donc ça nous renseigne sur la morphologie de l'objet. Donc ça, c'est ce que fait ce polarimètre. Puis ensuite, vous avez une fibre optique qui est ici. La fibre optique, elle fait 40 mètres, elle descend jusqu'au niveau 1, là où on était, et elle est réinjectée dans la deuxième partie du cerveau du télescope, qu'on appelle un spectrographe, qui va prendre la lumière blanche et la disperser en couleurs. On fait un arc-en-ciel. Cet arc-en-ciel qu'on appelle un spectre, combiné avec l'analyse en polarisation qu'on a faite, nous permet d'extraire la structure tridimensionnelle des champs magnétiques à la surface des étoiles. Rappelez-vous que les étoiles, ce sont des points. Hein. Ils sont totalement non résolus par ce télescope. Ils sont beaucoup trop loin. Et donc, toutes les cartographies tridimensionnelles, elles sont reconstituées à partir de ce signal qu'on a obtenu et de la couleur de l'objet qu'on a mesuré. Et on est les seuls au monde à pouvoir faire ce genre de choses. C'est cet instrument qui le fait. Donc cet instrument, il observe en mode visible, c'est-à-dire la lumière qui est sensible à notre œil. On s'est dit que ce n'était pas assez, et donc on a décidé de construire un nouvel instrument qui fait la même chose, même instrument, mais qui observe dans la partie infrarouge, la partie non visible par l'œil, mais que l'on sent dans la partie thermique. Hein, on a des senseurs infrarouges, nous, sur la peau, et donc c'est cette lumière-là qu'on veut utiliser pour observer les mêmes objets. Pourquoi l'infrarouge par rapport à l'optique? Bien, tout simplement parce qu'au début de la vie des étoiles, quand elles se fondent sur elles-mêmes, leur nuage de gaz est opaque à la lumière visible. On ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Avec cet instrument-là, on ne voit rien. On voit juste un truc tout noir. Pour voir à travers, il faut aller dans la partie infrarouge, d'où le nouvel instrument. Pour voir les tout début de la vie des étoiles, l'effondrement du nuage de gaz, la création du nouveau soleil, avec les nouvelles planètes tout autour, hein, et comprendre comment ça se passe en réalité, l'observer, le voir. Hein. C'est ce qu'on va faire avec le nouvel instrument qui va arriver. Et comme cet instrument-là, il marche très bien, on s'est dit, on va continuer à garder les deux instruments. Et donc, on a inventé un nouvel instrument, un troisième, qui est là. Vous savez, derrière cette bâche noire, c'est ce qu'on appelle la bonnette vision, qui prend le signal qui arrive de l'étoile, qui a à la fois de la lumière infrarouge et visible. Ça divise le faisceau en deux. La partie infrarouge va vers l'instrument infrarouge qui sera ici, et la partie visible est déviée. Là, vous voyez, un autre cercle ici, on va accrocher ce bonhomme-là ici. Et on aura deux polarimètres en même temps. Voilà. Et alors ça a l'air de rien comme ça, mais ça, avant qu'on essaie de le faire, les gens ils nous ont dit, vous n'y arriverez jamais. Pourquoi? Parce que c'est impossible. C'est impossible, on ne peut pas récupérer la polarisation des objets en les faisant réfléchir sur des miroirs. Et l'astronome génial toulousain qui a entendu ça, il a dit, c'est impossible, vous allez voir ce que vous allez voir. Et en 3-4 ans, ça a marché sur le papier, et ça a marché en réalité. On vient de faire les premiers tests, ça marche magnifiquement. Et on est les premiers télescopes au monde à faire ça.
Et donc, maintenant, les autres télescopes viennent nous voir en nous disant est-ce que par hasard on ne pourrait pas copier votre truc? Voilà. C'est plaisir, plaisir. Mais bien sûr qu'on le fait, parce que la science elle est internationale, et dès qu'on a une bonne idée, on la donne aux collègues, hein, pour que tout le monde puisse fonctionner. Voilà. C'est... Non. On la donne à nos amis qui ont les mêmes instruments qu'ici, parce que les instruments, ils ont été fabriqués par la même équipe toulousaine. Hein. Ouais. Toulouse, elle a fabriqué 2 séries d'instruments, des jumeaux. Un ici et un à Moyer sur un autre télescope français. C'est pareil de 12 heures. Comme ça, ça nous permet de voir le même objet 24 heures sur 24. Hein. Quand le soleil se couche au pic du Midi, il se lève à Hawaï, donc on continue. Voyez, donc c'est une équipe qui marche bien ensemble, et donc on leur donne tout ça, échange de bons procédés. Voilà. Et donc grâce à ça, on continue aujourd'hui d'observer. Sinon, ça fait longtemps qu'on aurait été fermé. Hein. Si on n'est pas au top niveau mondial, les agences ne nous financent plus. Voilà. Les Français ont un télescope, Pardon ? Les Français ont un télescope à Hawaï. C'est ça, c'est celui-là. C'est le Canada France Hawaii Télescope. C'est celui-ci sur lequel il y a les 2 instruments. Voilà. Et donc grâce à ça, on continue d'observer aujourd'hui, on continue de faire de l'excellente science, et le nouvel instrument qui va arriver en infrarouge, qui s'appelle SPIP, il est tellement sensible et précis qu'il nous permet de détecter des planètes de la taille de la Terre dans des zones où l'eau est liquide à leur surface, qu'on appelle des zones habitables. Et donc le nouvel instrument va nous permettre de détecter des exotères autour de nous, hein, autour du voisinage solaire, voisinage à quelques années-lumière quand même, hein, c'est pas tout près. Mais quand même, hein, des planètes qui ressemblent à la Terre, qui ont peut-être des océans, peut-être des atmosphères, et peut-être de la vie. Hein. C'est ça qui est amusant. Voilà, donc on en est là. On en est au stade où on détecte ce type de planète dans notre galaxie autour de nous. Voilà, donc vous voyez, c'est assez excitant, donc on est très content de pouvoir continuer et de participer à ces grandes aventures. Et alors c'est par la qualité de la science, mais c'est aussi grâce au grand public. Parce que quand vous êtes monté, vous avez payé votre place, peut-être que vous avez trouvé que c'était cher, et c'est grâce à ça que le pic du Midi existe encore. Hein. Parce que vous entretenez tout le pic du Midi grâce à ces recettes. Et nous, on ne serait pas capable, avec nos faibles montants, de pouvoir faire à la fois de la science et d'entretenir le bâtiment, les réseaux, tout ça. Voilà. Donc merci d'être monté. Allez, on va redescendre. Et là, on avait dit une demi-heure, donc oui. On avait dit que les Américains étaient venus. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.